Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 9 décembre 2011. Contrôle budgétaire renforcé, généralisation de la règle d'or. L'accord européen signé à 17 cette nuit est en passe de l'être par 9 autres membres de l'Union. Seule la Grande-Bretagne manque à l'appel, mais nous ne sommes pas exclus de l'Europe, affirme ce soir David Cameron. L'ancienne ministre des Affaires européennes, Elisabeth Guigou, sera l'invitée de ce journal. Rififi au Parti Socialiste, Jack Lang accusé par Arnaud Montebourg de participer à un système de corruption porte plainte. Le financement de la Fédération Socialiste du Nord est au cœur d'une enquête du parquet de Lille et d'une enquête interne diligentée par la rue de Solferino. Faites attention, le 31 décembre, il sera trop tard, plus que quelques jours donc, pour s'inscrire sur les listes électorales à quelques mois de la présidentielle. Vous saurez toutes des démarches à entreprendre et à effectuer au cours de ce journal. Les Européens serrent les rangs pour tenter de sortir de la spirale de la crise. Ils sont ce soir 17, rejoints sans doute par 9 autres États de l'Union pour s'entendre sur un nouvel accord, un accord à la base de nouveaux mécanismes de contrôle budgétaire. Manque à l'appel, eh bien, la Grande-Bretagne de David Cameron. Elisa Bartholomé. C'est un soulagement pour Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Leur proposition d'accord pour renforcer la discipline budgétaire de la zone euro a été acceptée par 26 États sur 27. Problème, un récalcitrant, le Royaume-Uni. En venant à Bruxelles, le Premier ministre britannique David Cameron espérait imposer sa volonté, protéger la City de Londres de trop de régulation. Angela Merkel et Nicolas Sarkozy lui ont opposé un refus net. Nous aurions préféré une réforme des traités à 27. Cela n'a pas été possible compte tenu de la position de nos amis britanniques. Cela sera donc un traité intergouvernemental à 17, ouvert à tous ceux qui voudront nous rejoindre. La réaction de Londres n'est pas sans conséquence. Un nouveau traité européen ne peut voir le jour sans l'unanimité des États membres. Seule solution pour l'instant, ce traité intergouvernemental. Au début hésitant, des pays comme la Suède, la Hongrie et la République tchèque se sont finalement joints au reste du groupe. Pour eux, l'objectif est clair, éviter la mise en place d'une union à deux vitesses, avec les pays membres de la zone euro d'un côté et les autres. Et puis les 27 seront 28 dès juillet 2013. La Croatie a signé aujourd'hui un traité qui lui permet d'intégrer l'Union européenne à cette date. De son côté, la Serbie, eh bien, elle devra attendre. Belgrade n'a pas obtenu le feu vert qu'elle espérait pour intégrer l'Union. La décision a été reportée à février prochain. En dépit de l'accord qui se dessine à Bruxelles, la situation financière de l'Europe demeure très précaire. L'agence de notation Moody's a baissé aujourd'hui les notes des 3 principales banques françaises, la BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit Agricole. Un signe supplémentaire de la dégradation des conditions de financement des banques européennes. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Alors, un énième sommet européen, on l'a vu, un accord à l'arraché qui n'est pas encore complètement conclu, des décisions techniques souvent compliquées à comprendre. Est-ce que les Français peuvent finalement comprendre ces mécanismes européens? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ces sommets? Il faut comprendre que la crise actuelle est très différente de celle de 2008 pour l'humeur du pays. En 2008, c'était la finance risque de nous faire chuter, mais les États l'aident. Aujourd'hui, l'état d'esprit de l'opinion, c'est plutôt le monde de la finance et de la banque impose sa loi aux gouvernants, ce qui veut dire dans l'imaginaire français un vrai problème de fond, c'est-à-dire les Français se demandent finalement qui gouverne le monde, qui décide. Votre titre sur l'idée que des agences de notation pointent non seulement les banques, mais derrière les pays, derrière semble avoir une influence sur le choix même des dirigeants lorsqu'il y a un changement, altère profondément le rapport des Français au monde, parce que pour les Français, ce qui tient ensemble le pays, c'est le politique. Et donc le politique ne peut pas à ce point sembler se retirer, être en crise, parce que du coup, c'est une question
existentielle. Du coup, les Français regardent ce spectacle de façon sidérée, comme si les phénomènes du monde étaient naturalisés, comme si les politiques peinaient à reprendre la main sur le cours des choses. Alors on l'a vu une fois de plus, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel à la manœuvre dans ce sommet européen. Qu'est-ce que finalement ces marathons européens peuvent avoir comme conséquence sur les candidats à la présidentielle, Nicolas Sarkozy et évidemment François Hollande? Eh bien, ça change complètement le paysage. Ça permet à Nicolas Sarkozy de retrouver une place centrale dans notre imaginaire. Il y a encore plusieurs semaines, les Français mettaient Nicolas Sarkozy dans une séquence du passé. Or, toute cette spectacularisation que Nicolas Sarkozy entretient savamment, ce n'est pas seulement la pose du volontariste comme en 2008, c'est celui qui nous dit que le monde est dangereux, que le monde est instable, que la France, comme l'Europe, comme le monde chemine le long du précipice, et donc ça le met en situation d'être le premier de cordée d'un pays qui chemine le long du précipice, de sorte que s'il arrivait à échouer, tout le pays tomberait. Et donc, du coup, c'est une situation qui lui permet d'être en cohérence avec sa psychologie. La psychologie du président de la République est plus celle d'un sauveur que d'un leader. Donc voilà, son récit se met en place, il est en cohérence avec sa personne, il nous dit qu'on est dans un nouveau monde et donc il faut reconsidérer tout à fait différemment ce qu'a été son quinquennat. Et de son côté, François Hollande, lui, a un timing qui est un peu de nature différente. En janvier, il nous présentera son récit, mais pour l'instant, la situation donne un grand avantage à Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Bonsoir Elisabeth Guigou. Je rappelle que vous êtes également chargée des institutions européennes dans l'équipe de campagne de François Hollande qu'on évoquait à l'instant. D'une manière générale, avec cet accord qui se profile à Bruxelles, est-ce que vous pensez que l'Europe reprend un peu quelques couleurs ce soir? Il vaut mieux qu'il y ait un accord que pas d'accord. Ça, c'est clair. Bon. Et pour ma part, je pense que c'est bien qu'on n'ait pas cédé au Royaume-Uni, parce que moi, j'aurais accueilli favorablement un accord à 27, bien sûr, c'est toujours préférable. Ce sera un accord à 26. Mais à partir du moment où le Royaume-Uni formulait des exigences inacceptables, puisqu'il s'agissait de s'exonérer de tous les mécanismes de régulation financière qui déjà sont insuffisants, ça vraiment c'était inacceptable. Alors maintenant, sur l'accord lui-même, nous le trouvons étroit, d'abord, dans son ambition. Ensuite, il n'y a pas de légitimité démocratique dans ce qui a été formulé. Et puis surtout, il me semble qu'il ne répond pas, il ne contient pas de mesures d'urgence. Je commencerai par là, si vous voulez bien. On voit très bien que face à l'effervescence des marchés, à la contagion toujours possible de la spéculation, notamment vis-à-vis de grands pays comme l'Italie ou l'Espagne, on voit très bien qu'on aurait eu besoin d'avoir des interventions de la Banque Centrale Européenne, beaucoup plus massives, il y en a déjà, mais bon, pour dissuader, comme force de dissuasion. On aurait dû avoir un accord sur des euro-obligations pour pouvoir financer des investissements, parce que dans cet accord, il n'y a rien sur la croissance, à part les bonnes paroles. Trop étroit. Non, mais trop étroit et surtout qui ne répond pas à l'urgence. On devrait avoir une taxe sur les institutions financières, d'autant plus qu'on exonère les banques de la restructuration. On a dit c'est terminé. Donc tout l'effort va continuer à porter sur les citoyens, c'est-à-dire sur les contribuables. Merci, donc c'est déséquilibré. On va revenir sur ces questions dans quelques minutes avec vous, bien sûr. Des attaques ignominieuses, le terme est sévère. Il est signé Jack Lang et vise les accusations proférées contre lui par son collègue Arnaud Montebourg, qui évoque dans un courrier un système de corruption d'élus socialistes. Piqué au vif, l'ancien ministre de la Culture a décidé de porter plainte contre l'ancien candidat à la primaire socialiste. L'affaire présumée de financement occulte du PS, lancée par l'ex-maire socialiste d'Hénin-Beaumont, Gérard d'Allongeville, fait l'objet d'une enquête préliminaire par le parquet de Lille. Je vous rappelle également que Martine Aubry a décidé de créer une commission d'enquête interne sur le fonctionnement du PS dans ce département. Autre colère, celle de Christine Boutin. La candidate à la présidentielle accuse directement les responsables UMP de faire barrage à ces parrainages, vous savez, ces précieuses signatures nécessaires pour participer à la course présidentielle. Elle le dit, et avec vigueur, au micro des chaînes parlementaires. Écoutez. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y ait un blocage, en ce qui concerne ces parrainages. Or, aujourd'hui, je peux confirmer que M. Copé a donné l'ordre à ses cadres, à l'UMP, que les parrainages ne soient donnés qu'aux seuls candidats de l'UMP.
Mais deuxièmement, et j'ai appris ça hier, à l'Élysée, on bloque également les signatures. C'est inadmissible, c'est scandaleux. Je ne pouvais même pas imaginer qu'en France, une république démocratique qui donne des leçons au monde, qui est pays des droits de l'homme, on puisse ainsi assumer de kidnapper, de cadenasser la démocratie. Et j'irai jusqu'au bout. Vous m'entendez? J'irai jusqu'au bout. Parce que là, c'est même pas mes idées que je défends, c'est la démocratie. Alors, j'ai jusqu'à la fin février pour obtenir ces signatures, ces parrainages. On verra à ce moment-là, mais je peux vous dire que je débloquerai la bombe atomique. Je suis en guerre, là. Voilà des propos que vous pourrez réentendre dans l'émission Parlement Hebdo ce soir à partir de 20h. Si les candidats à la présidentielle sont déjà presque tous dans la course, il n'en est pas de même pour ceux qui auront à décider de leur destin, c'est-à-dire les électeurs. Dans quelques jours, l'inscription sur les listes électorales sera close. Alors tout ce qu'il faut savoir pour ne pas rater ce grand rendez-vous citoyen, Cécile Cixous est allée enquêter à la mairie du 11e arrondissement de Paris. À l'approche de la date fatidique du 31 décembre, ce bureau de la mairie du 11e arrondissement ne désemplit pas. Dans les jours qui viennent, et surtout les derniers jours de décembre, on va atteindre plusieurs centaines de nouveaux inscrits par jour. Pour éviter les files d'attente, l'autre solution, c'est Internet. Dans ce service, cette année, un tiers des enregistrements passent par le web. Dans tous les cas, 2 documents sont indispensables pour s'inscrire, une carte d'identité et 2 justificatifs de domicile. On a déménagé et on est venu habiter à Paris, donc je viens m'inscrire, faire mon devoir. Déménagement, première inscription, procuration, ici, les motivations sont diverses. Il y a aussi pas mal de personnes qui ne sont plus inscrites depuis des années et qui réagissent maintenant parce que l'année prochaine, c'est des élections présidentielles, c'est quand même un scrutin qui est important. Donc ils se sentent un peu plus impliqués et concernés pour les prochaines élections. L'élection présidentielle suscite la motivation. Le sésame des nouveaux inscrits arrivera dans les boîtes aux lettres dès mars 2012. Le Sénat qui poursuit ses travaux, un test d'actualité à quelques jours des fêtes de fin d'année, le travail le dimanche. Le groupe communiste veut renforcer les droits des salariés. Un débat suivi aujourd'hui par Nathalie Guillaumard. Tout ouvert tout le temps. La gauche s'y oppose. Encore une fois, travailler le dimanche fait débat entre la gauche et la droite. La proposition de loi de la sénatrice communiste Annie David vise à renforcer les droits des salariés qui travaillent le dimanche. Pour cela, la sénatrice souhaite revenir sur la loi Mallier de juillet 2009 qui avait libéralisé le travail du dimanche. Oui, c'est vrai, nous voulons revenir à avant la loi Mallier, parce qu'avant la loi Mallier, il existait des dérogations, il existait des possibilités d'ouverture du travail le dimanche pour certains commerces. Conséquence, c'est moins de dérogations concernant les ouvertures d'établissements. Ainsi, dans les zones touristiques, seuls les commerces à vocation touristique pourront en bénéficier. Concernant les puces, les périmètres d'usage de la consommation exceptionnelle, plus aucune autorisation administrative ne sera délivrée. Côté UMP, en revanche, on estime la vision de la gauche plutôt archaïque. Ce qui me gêne aussi beaucoup dans cette proposition, c'est de dire je fige, c'est-à-dire que la France, elle doit rester dans un état. Il ne peut plus avoir de communes touristiques nouvelles, il ne peut plus avoir de zones commerciales nouvelles. La loi Mallier n'imposait aucune majoration salariale. De son côté, cette nouvelle proposition de loi permet aux salariés travaillant le dimanche de bénéficier de compensations et de renforcer le volontariat par un accord écrit du salarié. On vient de le voir, l'ambiance aujourd'hui au Sénat n'était pas celle d'hier. Le vote autorisant le vote des étrangers aux élections locales a enflammé l'hémicycle. Retour sur un débat hautement symbolique qui aura marqué la semaine sénatoriale. Jérôme Rabier. Pour l'adoption 173, contre 166. Le Sénat a adopté l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle. Il est minuit précis hier soir quand le Sénat dit oui au droit de vote des étrangers aux élections locales. Scène de joie dans la majorité sénatoriale et forte émotion pour Esther Benbassa. La rapporteure du texte l'a défendu becs et ongles durant les 8 heures de débat houleux. Dans la journée, la droite a utilisé tous les recours possibles pour bloquer le texte et les orateurs se sont succédés pour dénoncer un coup politique. En bradant le droit de vote, vous accélérez la communautarisation des territoires français et tout ça pour essayer de récupérer un peu de réserve électorale. N'avez-vous pas honte de vous rouler dans la démagogie avec la générosité en bandoulière? N'avez-vous pas honte de cette triste ficelle
À gauche, on réplique et on défend une mesure symbole promise après l'élection de Jean-Pierre Bel à la présidence du Sénat. L'histoire à venir jugera, Monsieur le ministre, vous et votre majorité, de votre conservatisme. L'affrontement au Sénat est maintenant terminé, mais la droite a déjà prévenu que le texte ne serait même pas proposé à l'Assemblée nationale. Le sujet ne sera pas pour autant enterré tant il cristallise les clivages à l'aune de la campagne présidentielle qui s'annonce. Un débat passionnant en tout cas. Bonsoir Delphine Gérard. Bonsoir, on l'a bien Pierre-Henri. vu dans les échanges, dans les discussions. Il s'agissait bien de deux visions finalement de la République qui s'entrechoquaient hier. Oui. La proposition de François Mitterrand dès 1981, le droit de vote des étrangers est un thème on ne peut plus clivant, car quand on parle de ce droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales, eh bien on parle immigration, nationalité, communautarisme ou encore intégration, des thèmes révélateurs du clivage entre la gauche et la droite. Alors, preuve que le gouvernement entendait bien marquer son opposition à ce texte, c'est François Fillon, le Premier ministre en personne, qui est monté en première ligne au Sénat. Il a fustigé la gauche, estimant qu'elle se livrait à un travail de sape d'un des fondements de la République. La réponse de François Rebsamen a été immédiate. C'est le chef de file du Parti socialiste au Sénat. Il n'y a pas de pire ferment pour le communautarisme que le refus de la reconnaissance d'une citoyenneté de résidence. Sur le fond, vous l'avez dit Pierre-Henri, on a donc vu des positions très arrêtées avec deux visions qui s'affrontaient sur les conséquences de l'octroi de ce droit de vote. Risque de communautarisme pour la droite, au contraire, facteur d'intégration pour la gauche. Et puis on a découvert à l'occasion de ces débats pour le moins musclés une nouvelle sénatrice, Esther Benbassa, élue Europe Écologie Les Verts, qui a défendu bec et l'ongle, pied à pied, son texte, dont elle était la rapporteure d'ailleurs, avec beaucoup de conviction et beaucoup d'émotion aussi. Oui, c'est vrai que l'atmosphère qui a régné tout au long de la journée hier au Sénat tenait beaucoup à la personnalité et au style d'Esther Benbassa. C'est une sénatrice Europe Écologie Les Verts, fraîchement élue en septembre, mais c'est également une universitaire spécialiste des questions des minorités ou encore de discrimination. Elle possède la triple nationalité, elle est née en Turquie, elle a vécu en Israël, elle est arrivée en France à l'âge de 18 ans. C'est donc une femme de conviction qui n'a pas hésité à mettre la droite face à ses contradictions en rappelant les positions changeantes de Nicolas Sarkozy sur le droit de vote, mais aussi celles d'autres membres de la majorité, comme par exemple Jean-Pierre Raffarin, qui s'est levé, qui l'a salué. On va peut-être le voir sur les images. La gauche sénatoriale s'est d'ailleurs mise à scander Raffarin avec nous. On peut dire donc qu'elle a enflammé le débat, allant même jusqu'à tancer Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, qui était installé à 1 mètre d'elle sur le banc des ministres. Vous répétez que ce n'est pas le moment de discuter du droit de vote. Les problèmes de la France seraient trop graves. Vous avez dit que le pays n'était pas mûr. Maintenant, il l'est. Elle a donc réussi son baptême du feu politique. Elle a même rappelé qu'elle aussi avait été une étrangère, une immigrée. Ce sont des propos qu'on n'a pas l'habitude d'entendre au Sénat, Pierre-Henri. Merci beaucoup Delphine Gérard. C'est un véritable Big Bang que va connaître dimanche la SNCF. De nouveaux horaires sur les lignes, un nouveau cadencement des trains pour autoriser des chantiers colossaux de rénovation des rails. Attention donc si vous voyagez prochainement, alors pour que tout se passe bien à la SNCF, mais les petits plats dans les grands, même si les voyageurs s'inquiètent parfois. Marie Lebon. Si chaque année la SNCF change en moyenne 10% des horaires de ses trains, cette année c'est 85% des TGV, TER ou Transiliens qui verront leurs horaires modifiés à partir de dimanche. La raison d'un tel chambardement, optimiser les horaires pour intensifier les travaux effectués sur le réseau ferré, 500 km en moyenne chaque année contre 1000 prévus demain. Mais les usagers sont inquiets, certains appellent à manifester en ne présentant plus leur titre de transport. Des trains sont supprimés, des arrêts sont supprimés, des trains ont des horaires très différents, ce qui fait que pour aller au travail, ça pose de réels problèmes. Même chose le soir pour aller chercher les enfants à l'école ou à la crèche. Alors ça s'ajoute au fait que sur beaucoup de lignes en France, vous avez des retards, des pannes, des incidents techniques pratiquement tous les jours ou au moins toutes les semaines. Donc vraiment, la coupe est pleine. Des bugs que la SNCF prévoit également et cherche à anticiper avec la mise en place d'une cellule de veille inédite. Ce qui va nous intéresser de suivre ici, c'est si, dans la vraie vie, les choses se passent comme prévu. Et si jamais la vraie vie apportait des surprises et montrait que les montages ne sont pas aussi efficaces que ce que l'on croit, alors nous aurions à reprendre quelques réglages. Les dysfonctionnements remontés quotidiennement de toute la France seront ainsi traités par le poste de commandement jusqu'au 15 janvier 2012.
Une première pour l'industriel Areva. Le groupe nucléaire français va indemniser les ayants droit de 2 de ses anciens salariés morts de cancer. Ils avaient travaillé des années dans la mine d'uranium du Gabon, exploitée par Areva. Cette mine qui avait fait l'objet d'un remarquable documentaire signé Dominique Hennequin, coproduit et diffusé il y a 2 ans sur Public Sénat. Selon les proches des victimes, cette diffusion aurait grandement contribué à cette décision. On en parle peu, mais c'est bien de l'avenir de la planète dont il s'agit. À Durban, en Afrique du Sud, le compromis semble très difficile à trouver pour tenter de limiter à 2 degrés le réchauffement climatique de la planète. Faute d'accord, les Européens menacent de ne pas appliquer les accords de Kyoto. Simon Barbarie. La nuit a été longue et l'atmosphère tendue à Durban. Si l'Union européenne et près de 90 États vulnérables au changement climatique demandent des actes concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'ambition est tout autre pour la Chine, l'Inde et les États-Unis. Un antagonisme qui pourrait signifier la fin du protocole de Kyoto, seul traité contraignant sur le climat et dont la période d'engagement s'achève fin 2012. Mais voilà, Kyoto ne s'applique ni aux États-Unis ni aux grands États émergents. Il n'est donc pas question pour eux à ce stade d'entendre parler d'engagement contraignant. Une position inacceptable pour la ministre française de l'écologie qui pointe un monde à 2 vitesses. Il ne saurait y avoir d'alternative à un cadre multilatéral de réduction des émissions. C'est pourquoi il faut lancer ici même à Durban un processus pour aboutir à un accord global. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas de plan B pour la planète. Faute d'accord sur une feuille de route, l'Europe menace à son tour de ne pas reprendre d'engagement dans le cadre du protocole de Kyoto. La discussion entre les 190 États présents en Afrique du Sud devrait se prolonger jusqu'à dimanche. Retour avec notre invité sur l'actualité européenne et cet accord qui se profile à Bruxelles avec la signature de 26 pays européens, sauf la Grande-Bretagne, on le disait tout à l'heure. Bonsoir Elisabeth Guigou. Est-ce que cet accord qui se profile à Bruxelles est susceptible ce soir finalement de sauver l'euro ? D'abord, ce n'est pas l'euro qui est en crise, c'est la zone euro, parce que l'euro est resté stable par rapport au dollar dans toute cette période et que c'est la 2e monnaie de réserve mondiale. Donc ce n'est pas une crise de l'euro, c'est une crise de la zone euro et en particulier de la gouvernance de la zone euro. Donc c'est plus une crise politique qu'une crise monétaire. Alors on a vu quand même ce soir, ces dernières heures, 26 pays de l'Union finalement se rassembler autour d'un accord, d'un texte qui reste peut-être à préciser, mais on n'y croyait pas tout à fait encore hier. Non, mais encore une fois, c'est bien qu'il y ait un accord. Mais cet accord reste, à mes yeux, très insuffisant. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a rien sur le soutien de la croissance. Or, nous savons très très bien que si on ne relance pas la croissance en Europe, il n'y aura pas de solution sur la dette et les déficits. C'est pas possible. Deuxièmement, ne parlons pas de l'emploi et de la précarité, etc. Bon. Deuxièmement, c'est un accord qui ne prévoit aucune mesure d'urgence. Vous voyez bien que cet accord intergouvernemental, même si ce n'est pas un vrai traité, il va falloir d'abord le préciser parce qu'il reste très flou et ensuite il va falloir du temps pour le mettre en œuvre. Or, nous aurions voulu qu'il puisse y avoir en contrepartie des disciplines budgétaires qui sont dans l'accord et encore une fois, il faut des disciplines budgétaires entre respecter les règles entre États membres. Il aurait fallu qu'il y ait un accord pour que la Banque centrale intervienne plus massivement pour dissuader la spéculation, que d'autre part, il y ait un accord pour que le Fonds européen de stabilisation financière devienne une banque, là aussi, pour pouvoir intervenir. Troisièmement, pour qu'on ait la perspective d'émettre des eurobonds, des euro-obligations. Nous n'avons rien de tout ça, c'est extrêmement dommageable. Pourtant, M. Van Rompuy avait proposé des mesures, notamment sur les eurobonds. Donc, c'est très dommage. Et enfin, c'est extrêmement flou sur la légitimité démocratique. En réalité, il n'y a rien. On va avoir, c'est un accord intergouvernemental entre gouvernements. Ce sera contrôlé par la Cour de justice européenne, mais on ne sait pas comment. Et d'autre part, rien n'est dit sur l'implication des parlements nationaux, qui est quand même la moindre des choses, puisqu'on a une légitimité des États dans une fédération d'États-nations, une légitimité des États, dont les parlements nationaux, et rien n'est dit sur le Parlement européen. Alors on parle beaucoup dans cet accord qui se dessine de la règle d'or, qui sera donc imposée
imposée aux pays signataires de cet accord? Est-ce que le futur président de la République, quel qu'il soit, eh bien, devra se plier à cette règle, cette nouvelle règle d'or qui impose un équilibre budgétaire? Mais il y a beaucoup de flou, là encore, et d'hypocrisie sur cette histoire de règle d'or. D'abord, il y a une règle d'or qui est dans le traité depuis 20 ans. C'est 3% de déficit, pas plus, et pas plus de 60% de dette par rapport au PIB. Bon. Premièrement, elle n'est plus respectée depuis 2003 par la France. Momentanément par l'Allemagne, bon, qui maintenant s'est remise dans les clous, au moins pour les déficits, mais pas pour la dette. Hein. Donc une règle d'or existe déjà. Deuxièmement, on a mis dans la Constitution française en 2008 une deuxième règle d'or, qui est, il doit y avoir des lois de programmation pluriannuelle, des budgets qui s'imposent aux lois de finances. Donc on a une deuxième règle d'or. Alors maintenant on voudrait qu'il y ait une troisième règle d'or, c'est-à-dire qu'il y ait un troisième effet d'affichage. L'important c'est de respecter. François Hollande, je le rappelle, a pris l'engagement de descendre à 3% du produit intérieur brut s'agissant du déficit et de tendre vers l'équilibre. Voilà, pour diminuer la dette. Donc, ce qu'il faudra, c'est une loi de programmation pluriannuelle conformément à la Constitution depuis 2008, comme François Hollande d'ailleurs l'a proposé. Pour vous, les textes existent et sont suffisants. Mais les textes existent d'ailleurs, même les traités européens existent pourvu qu'on les applique. Hein, et on peut alors voilà. Donc, si vous voulez, c'est beaucoup d'effets d'annonce, rien de concret, je le crains, dans l'immédiat. Alors oui, on a demandé au FMI, on a doté le FMI de 200 milliards d'euros de plus, mais c'est des prêts bilatéraux des États, c'est-à-dire ça va peser encore sur les budgets nationaux et sur les contribuables. Bref, j'aurais aimé un accord plus ambitieux, un vrai accord politique de refondation de l'Union économique et monétaire. Est-ce que vous considérez qu'il y a des abandons de souveraineté dans cet accord qui se dessine? Moi, vous savez, je considère qu'il vaut beaucoup mieux avoir une souveraineté partagée entre États membres d'une même zone monétaire qui est la zone euro, donc une souveraineté partagée plutôt qu'une souveraineté confisquée par les marchés, parce que c'est bien ce qui se passe actuellement. Comme nous le disait très très bien Stéphane Rosès, c'est les marchés qui commandent. Ben, ça, il ne faut pas. Donc, voilà. Alors, ce qui est important, c'est que ce soit encore une fois équilibré, c'est-à-dire que en contrepartie des disciplines nécessaires, du respect des règles, il y ait des mesures pour soutenir la croissance et il y ait des mesures aussi pour contrecarrer véritablement la spéculation. Voilà. Et par ailleurs, qu'on assure la légitimité démocratique. C'est indispensable. Il y a un fossé qui ne cesse de s'agrandir et de se creuser entre les citoyens et l'Europe. Ben, c'est pas comme ça qu'on va le réduire. Alors, on a vu de nouveau Nicolas Sarkozy en première ligne avec Angela Merkel. Comment vous considérez cette manière de faire aujourd'hui au niveau européen, cet axe franco-allemand, j'allais dire, qui gouverne et qui pousse ou tire le gouvernail de l'Europe aujourd'hui? Non mais quand le couple franco-allemand impulse, qu'il entraîne, ça c'est très bien, moi j'ai connu ça avec Kohl et Mitterrand. Ouais. Quand c'est un directoire qui dicte aux autres sa loi, alors là, ça ne va pas, parce que ça crée évidemment des frustrations, ça crée... Voilà. Alors, c'est un peu ce qui s'est passé. Ça fait avancer les choses d'une certaine manière aussi, parfois. Oui, j'aimerais qu'on pense aussi un petit peu à faire quelque chose de durable. Hein. Moi, je voudrais qu'on reconstruise quelque chose, et je pense qu'on ne peut pas le faire sur la domination de 2 pays, je pense qu'il faut le faire avec tous les autres. Alors, tant mieux si 26 pays se sont regroupés, rassemblés, je pense qu'il faudra remettre sur le métier, revenir. Enfin, encore une fois, c'est un signe positif, mais il faudra à la fois des mesures concrètes pour répondre à l'urgence, et deuxièmement, des mesures pour soutenir la croissance, et troisièmement, de la légitimité démocratique, et ça demandera un nouveau traité, à mon avis. Madame Guigou, que reste-t-il du traité de Maastricht que vous avez négocié aux côtés de François Mitterrand il y a maintenant bien longtemps? Il ne reste plus grand-chose, en tout cas de son esprit. Mais qu'est-ce que vous racontez de son là esprit. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Non, attendez, c'est le traité de Maastricht qui a créé l'euro. Oui. Bon. Deuxièmement, qui a instauré la règle d'or, la première règle d'or. Troisièmement, c'est ce traité aussi qui a dit qu'il fallait des disciplines, parce que l'article 126 du traité, complété par le traité de Lisbonne, mais instaure déjà ces procédures de surveillance, la procédure pour déficit excessif, instaure même des sanctions. Donc on aurait pu très bien rester dans le cadre du traité
traité de Maastricht plus Lisbonne et avoir peut-être précisé certains contrôles. Donc voilà, alors moi je ne peux pas vous laisser dire qu'il ne reste plus rien de traité de Maastricht. Vous l'avez dit, Elisabeth Guigou. Un mot pour terminer sur cette affaire et cette plainte de Jack Lang contre Arnaud Montebourg. Est-ce que vous considérez que Jack Lang est dans son droit en déposant plainte de cette manière? Écoutez, moi je pense que c'est à tout citoyen, s'il s'estime diffamé, de faire ce qu'il a à faire. Ceci dit, j'approuve Martine Aubry quand elle a lancé immédiatement une commission d'enquête interne, parallèlement aux investigations judiciaires qu'il faut respecter, pour savoir exactement ce qui se passe dans la Fédération du Pas-de-Calais. C'est inadmissible si c'est vrai. Merci beaucoup, Elisabeth Guigou, d'être venue ce soir sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. À suivre le magazine Entre les lignes chez nos amis et confrères d'LCP Assemblée nationale. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci.